Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée aujourd'hui à l'importance de l'énergie. Les enjeux énergétiques, la Méditerranée, par sa diversité, offre un champ étendu pour la coopération régionale, mais également bilatérale, notamment dans le domaine de l'énergie, qui réunit les deux rives dans des objectifs partagés de sécurité énergétique, de compétitivité et de lutte contre les dérèglements climatiques aussi, particulièrement sensibles donc dans la région. Cependant, de forces disparates ou de fortes disparités, plus exactement, des pays de la Méditerranée. Au nord, si les énergies fossiles restent très prépondérantes, l'Union européenne est marquée par la part donc croissante des énergies renouvelables pour atteindre au moins les 27% en 2030 et ce processus est appelé à s'accélérer en vue de réduire la dépendance européenne du gaz russe. Au sud, tous les pays sont plutôt caractérisés par une forte démographie qui induit une croissance importante de la demande énergétique, alimentaire également, ou alimentée également par des politiques tarifaires inappropriées. Ainsi, on distingue par exemple des pays importateurs nets tels que le Maroc ou encore le Liban qui importaient actuellement respectivement près de 95 voire jusqu'à 98% de leurs besoins énergétiques. Pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons nos deux invités sur le plateau en présentiel, en chair et en os. Monsieur Jean-Claude Fontanive, expert des relations internationales Europe, Méditerranée, Afrique. Vous êtes également donc plutôt délégué général de la chaire, c'est-à-dire l'environnement, le changement climatique et les transitions énergétiques. Monsieur Fontanive, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également M. Bouchelfa Yaissi, qui est directeur général du cluster énergie solaire. M. Bouchelfa Yaissi, bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, messieurs, d'être avec nous. Alors, je le disais, devant ce constat que l'on vient de dresser dans cette introduction, quelle est la reconfiguration des rapports de force énergétique aujourd'hui, M. Fontanive, pour commencer? Alors, en préalable, il faut dire qu'on a un bouleversement mondial lié à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est les COP qui ont permis effectivement de pouvoir introduire de nouvelles trajectoires de diminution des émissions de CO2. Tous les pays ne sont pas à la même enseigne et tous les pays ont des stratégies personnelles et donc d'où la complexité de se mettre d'accord sur des enjeux communs. Le deuxième, c'est que nous avons eu un problème au niveau de l'Ukraine, comme vous le savez, et qui est en train de chambouler à la fois l'ensemble des rapports de force géopolitiques des grandes puissances, à la fois les rapports politiques liés au bassin méditerranéen, oui. Et à travers ces grands bouleversements, les implications qu'il peut y avoir au niveau de chaque citoyen, consommateur, et au niveau des entreprises consommatrices. Donc, la position de l'Europe est délicate aujourd'hui, compte tenu de ces enjeux, compte tenu de ces rapports de force à la fois vis-à-vis des États-Unis et surtout vis-à-vis de la Russie. Donc nous rentrons dans une ère qui est ce que j'appellerais effectivement l'équilibre instable, à la fois au niveau de l'Europe et de l'ensemble de son environnement, et avec un bassin méditerranéen qui devrait être aujourd'hui probablement, en particulier avec l'Algérie, un modèle de recomposition des grands enjeux de transition, à la fois énergétique et de nouvelles trajectoires de rééquilibre dans l'énergie. Et bien justement, je m'adresse à vous, Monsieur Yaissi. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que ça serait peut-être bénéfique pour certains pays de faire les choses au cas par cas, parce qu'on sait très bien qu'il existe énormément de disparités entre les pays du bassin méditerranéen sud et celui des pays donc du bassin nord? Je pense que d'abord, il y a des politiques qui sont différentes. L'Europe est unie quand même, malgré si ça apparaît de l'extérieur comme ça, comme étant chacun ayant sa propre politique. Mais en réalité, il y a quand même un socle commun sur lequel ces pays-là travaillent. Ce n'est pas le cas des pays qui sont au sud de la Méditerranée. Absolument. Et donc, comme vous l'avez bien expliqué au départ, il y a des enjeux au niveau des consommations qui sont différentes au nord et au sud, mais aussi en termes d'utilisation
rationnelle de l'énergie. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a probablement des synergies à rechercher et à trouver. Parce que finalement, il y a un bloc qui est l'Union européenne, qui est notre voisin le plus riche. Et nous, on a quand même besoin que ce voisin aussi traite avec nous, discute avec nous des questions énergétiques. Mais aussi, je pense que sur pas mal d'autres questions, peut-être le volet énergétique prend le pas, mais n'oubliez pas que la problématique environnementale, elle reste pour tout le monde. La problématique aujourd'hui aussi, peut-être qui menace aussi le monde, c'est la famine avec, si vous voulez, les soubresauts qui viennent derrière ce qui se passe en Europe. Voilà, donc l'équation est en train de se compliquer. Et puis donc, il n'y a pas de solution à court terme qui est visible. Par contre, il y a des constructions à moyen et à long terme, ce qu'il s'agit de faire en bonne intelligence. Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, cette politique qu'il va falloir peut-être adopter pour le bassin de la Méditerranée ne peut pas s'appliquer à tous les pays. Donc, peut-être qu'il va aller faire du cas par cas. Nous avons vu, par exemple, l'histoire ou le cas du Liban, qui est dépendant à 95% dans son alimentation énergétique des autres pays, je veux dire. Alors, est-ce qu'on a quelque part prévu ce genre de disparité? C'est-à-dire, et si c'est le cas, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui est en train d'être fait, M. Fontanive, pour parer à ce genre de situation? L'équation ou la péréquation est assez complexe. L'échelle de la complexité est en train d'augmenter. Quand on voit l'énergie en Europe, c'est vrai, et très très justement ce que vient de dire notre ami, c'est qu'il y a vraiment un socle quand même de configuration importante par rapport au pays. Il n'empêche que les stratégies, que ce soit l'Allemagne et la France, par exemple, si on prend les deux pays du socle franco-allemand, les politiques énergétiques sont différentes. Pourquoi? Parce que les enjeux sont différents, liés effectivement à leur activité, liés à leur histoire et liés à l'ensemble de leur environnement géopolitique. Donc, en fait, il faudrait penser global et intégrer les spécificités personnelles, ou en tout cas communes, à soit un groupe de pays, soit avec un plus petit commun dénominateur qui permette de pouvoir harmoniser à la fois au niveau des émissions de carbone, à la fois au niveau du mix énergétique qui devrait être construit, et là c'est encore une autre échelle de la complexité. C'est le plus important. Et enfin, et après le coût, enfin je veux dire, du carbone en tant que tel, est-ce qu'on va faire payer les pays du Sud une seconde sanction déjà éprouvée, comme on dit, avec les conséquences qu'il peut y avoir sur le changement climatique, les conséquences alimentaires, les conséquences qu'il peut y avoir aussi dans l'environnement. Donc il faudrait que, de manière importante, le Nord, ce que j'appelle les pays riches, puisse intégrer de manière forte ces problématiques-là et rendre une adéquation beaucoup plus acceptable pour les pays du Sud. Alors, au détriment du développement, peut-être de l'amont pétrolier, M. Yaissi? Non, je pense que la question de l'amont pétrolier, il va encore rester pour quelques années. Par contre, il faut quand même construire une sorte de politique commune propre à la Méditerranée, parce qu'il y a quand même des complémentarités qui existent. Seulement, donc, ce que nous avons toujours demandé par le passé, qui ne s'est jamais concrétisé, c'est vraiment d'avoir un soutien technologique et financier pour pouvoir donc développer, par exemple, les sources d'énergie renouvelable telles que le sud de la Méditerranée regorge. Donc, c'est vraiment, il faut qu'on trouve une manière de travailler, de soutenir l'Europe durant cette période-là, mais aussi, en contrepartie, il faut quand même que l'Europe aussi nous soutienne, parce que nous avons surtout besoin aussi de créer des postes d'emploi. Ça, on ne doit jamais l'oublier. C'est-à-dire que toute politique qui doit se faire doit aussi avoir comme finalité de pouvoir donc localiser une partie de la production, mais aussi la création des postes d'emploi, parce que vous savez très bien que tous les flux migratoires et tout ça, ça ne peut être que dans le bon sens pour les deux parties. Alors voilà, d'ailleurs, puisqu'on va parler, je voudrais juste expliquer à nos amis téléspectateurs de quoi exactement il en ressort. Parce que quand on parle d'enjeux énergétiques, on va parler de quoi? On va parler au fait du MED TSO, qui est l'association des gestionnaires des réseaux de transport de l'électricité méditerranéens, qui exploite les réseaux de transmission à haute tension de 19 pays.
des pays méditerranéens, c'est-à-dire il y a le bassin sud où se trouverait l'Algérie, le Maroc, mais également d'autres pays de la région, donc MENA, comme par exemple le Liban, et il y a bien sûr les pays de la rive, plutôt la rive, je dirais nord, comme la France, comme par exemple il y a aussi la Slovénie, il y a la Croatie, et ce sont des pays, il faut dire, qui entretiennent des politiques complètement différentes les uns des autres, parce que on n'est pas, ou ces pays ne sont pas obligés d'être tout le temps sur la même longueur d'onde, pour ne pas dire souvent ils ne sont pas sur toujours la même longueur d'onde. Est-ce que quelque part les politiques puissent un peu ou peuvent quelque part nuire justement à cette vision stratégique énergétique, Monsieur Fontanive? La vision stratégique et politique, c'est toujours plus complexe qu'une vision d'industriels qui peuvent se mettre ensemble et d'être capables de pouvoir proposer à la fois des grands enjeux de transformation et d'évolution. Un point qui a été très très fort, c'est celui effectivement des emplois. Finalement, on ne peut pas concevoir une transition forte énergétique sans avoir un développement inclusif de création d'emplois liés effectivement sur les territoires. Ça paraît être le point très très important. Deuxième point, il y a eu l'Union pour la Méditerranée qui s'est, je veux dire, on ne peut pas dire que ça soit une réussite. Il faudrait réinventer, je dirais, sur des enjeux qui sont mondiaux, parce que finalement, c'est ça, sur l'environnement, sur les transitions et sur le changement climatique, sur les grands enjeux qu'on pourrait prendre avec quelques pays du bassin méditerranéen, qu'on élargirait effectivement, mais avec des socles. Il y a un socle européen, il y a un socle énergétique sur la rive sud de la Méditerranée et même à l'est. Donc c'est d'être capable effectivement de co-construire des écosystèmes complémentaires, mais qui ont un avantage, enfin qui pourraient avoir un avantage, d'avoir une certaine adéquation, tant pour la production, le prix de production, et respecter les différents engagements que chaque pays a pu prendre au niveau des engagements 2030 ou 2050 sur la réduction du CO2. Sur le long terme, oui. Alors, si je peux oui, justement, j'allais vous faire réagir sur ce sujet. Je pense que la question, c'est que vous savez par exemple que l'Union européenne interdit l'achat d'énergie, par exemple renouvelable, en dehors de son bloc. Et ça existe depuis 2009. Donc ça a été un des éléments, par exemple, qui avait bloqué le fait de la création de cet environnement pour permettre, par exemple, la production d'énergie verte au sud de la Méditerranée et de la transporter jusqu'en Europe. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe aussi regarde ce genre de choses et reprenne un peu ces éléments-là qui peut-être avaient un sens pour elle il y a quelques années. Et aujourd'hui, il y a un chamboulement important. Donc, avec ce choix, je dirais, de directive d'arrêter tout avec la Russie, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle va se retourner vers d'autres fournisseurs fiables. Et donc, ils sont là. C'est-à-dire que nous existons depuis maintenant plus de 60 ans. Oui. Et donc, nous avons déjà démontré notre fiabilité. Donc, il y a, à mon avis, possibilité encore d'ouvrir ces chantiers-là de nouveau, de les discuter à tête forward et de trouver des solutions au bénéfice des deux parties. Justement, nous allons y revenir à cet aspect sur les énergies renouvelables et de cette fameuse, donc, le mix énergétique. On va voir pour qui il est beaucoup plus bénéfique et il l'est moins peut-être pour d'autres. On va voir comment cela également va se faire, Monsieur Yaissi. Mais la question maintenant qui se poserait peut-être avec acuité, je ne sais pas, mais elle se pose quand même, est-ce qu'il est vraiment dans l'intérêt aujourd'hui de l'Algérie, qui est donc un pays membre, d'accélérer sa transition énergétique aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Yaissi? Je pense que d'abord nous avons tous les ingrédients en place, puisque nous avons maintenant une politique, nous avons un ministère dédié, donc une organisation qui est en train de se mettre en place. Et il y a donc des éléments qui plaident pour cette mise en place de cette transition énergétique. Il ne faut pas oublier aussi que la transition énergétique, c'est un processus au long cours, donc ce n'est pas quelque chose qui va arriver comme ça du jour au lendemain. Donc on va encore continuer pendant un certain temps à utiliser les énergies fossiles. Par contre, il faudrait que le passage graduel puisse se faire pour que le mix énergétique va changer graduellement pour aller voir plus d'énergie renouvelable, par exemple. Donc, ce qui un petit peu me pousse à dire que, oui, alors transition énergétique, oui, mais pas accélération, puisque de toute façon, il faut que l'Algérie aussi regarde ses agendas. Je veux dire, à quel profil, l'agenda de quel
c'est-à-dire à qui profiterait cet agenda d'accélérer aujourd'hui, d'autant plus que les énergies fossiles constituent quand même une bonne part des énergies algériennes. Mais si vous prenez par exemple l'accélération d'aller vers une transition énergétique basée sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, va permettre par exemple d'économiser des quantités considérables de gaz naturel. Aujourd'hui, l'Europe a besoin de ces gaz naturels. Et donc, elle ne peut pas se passer encore pendant très longtemps. Et ça veut dire qu'il faut quand même qu'on arrive à trouver un mécanisme qui va permettre de valoriser ces milliards de mètres cubes qui aujourd'hui sont utilisés un peu de manière, je dirais, parce que le tarif il est bas, etc. Donc, alors que sa valeur économique est absolument considérable à l'échelle internationale. Donc ça, c'est un des éléments, par exemple, qui plaide pour que cette transition puisse se mettre rapidement en place. Alors, peut-être que... Est-ce que vous... C'est-à-dire que, bon, cette transition ou l'accélération de cette transition, il faudrait aussi que ce soit selon un agenda algérien, c'est-à-dire que voir qu'est-ce qui est profitable à l'Algérie, aller doucement, sans que cela n'obéisse peut-être à des agendas d'autres pays de la région. Je pense que comment vous voyez ils sont pas liés parce que bon, quand même, les éléments qui sont aujourd'hui en place datent déjà qui n'attendent que d'être 2020. C'est à ce moment-là que le gouvernement avait décidé de faire un peu ce choix d'aller vers la transition énergétique. Si vous voulez, l'accélération, elle vient du fait que ce qui s'est passé depuis le mois de février 2022. Ça veut dire que là, maintenant, il faut réajuster notre agenda, il faut réajuster aussi notre politique selon... Le repenser, c'est-à-dire le repenser. Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir comme si on était à fin 2021. Donc aujourd'hui, on est dans une situation nouvelle. Il faut donc qu'on reprenne tout le dossier et toute la stratégie et pouvoir donc l'adapter à la situation actuelle du monde. Oui. Alors, j'allais dire aujourd'hui, pourquoi les Méditerranéens veulent aller vers un modèle énergétique intègre, justement, M. Fontanif ? Ben, je crois déjà, et ça a bien été dit, c'est qu'il y a des grands enjeux géopolitiques. L'Europe, je veux dire, l'Europe a un discours, mais qui ne se traduit pas dans la réalité. L'Europe dit qu'il faut absolument rattacher la rive sud de la Méditerranée et plus encore sud-sud pour être capable effectivement de faire une verticalité Europe, Méditerranée et Afrique. Entre le discours et la réalité, il y a un laps, enfin il y a un gouffre qui est extrêmement important. Donc je plaide moi pour un axe avec des investissements mais colossaux, on n'est pas et un réajustement puisque les modèles économiques ne sont plus, enfin je disais donc soit on les réajuste, mais soit on invente ensemble. Je veux dire, le vivre ensemble, c'est d'être capable de créer ensemble de nouvelles trajectoires et de rééquilibrer, de trouver des solutions en commun pour que là on ne soit pas simplement une aide, c'est de dire finalement on partage la valeur ajoutée ensemble du sud et du nord sur le dossier essentiel qu'est l'énergie. Oui. Alors, je sens que vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Yaissi, par rapport à ça. Alors, pourquoi l'Europe veut-elle absolument aller vers ce modèle intégré, donc ? Je pense que le choix, d'abord, il faut mettre aussi sur la table le fait que les gros émetteurs, ce n'est pas nous. Oui, absolument. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur ça. Ça veut dire que maintenant, les gros émetteurs, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est l'Europe, c'est le Japon et tout ça. Donc, ils ont quand même une responsabilité historique importante. N'oublions pas que tous ces changements climatiques dont on est en train de parler, aujourd'hui, on est en train déjà d'être impacté directement. Donc, nous allons être un des pays qui va être touché par l'augmentation de la température, donc la remontée des eaux. Donc, il va y avoir une désertification encore beaucoup plus intense, etc. Vous imaginez que nous allons à Alger, dans quelques années, nous allons vivre dans les mêmes conditions que ce qu'aujourd'hui vivent, par exemple, les gens qui sont à Adrar. Vous savez, à Adrar, à partir du mois d'avril, vous êtes obligé de mettre le climatiseur jusqu'au mois d'octobre. Ici, bon, plus ou moins, donc on était... Voilà. Mais on va y arriver. C'est-à-dire que, pourquoi ? À cause de ces changements donc, climatiques qui vont être importants et ça va nous impacter. Et donc, il faut qu'on ait les possibilités d'être résilients et donc de pouvoir aussi être aidés parce que nous ne sommes pas responsables pour pouvoir donc aussi nous donner les possibilités de nous adapter à cette nouvelle donne qui va régir nos vies dans les années à venir.
Et je dis encore, avant de passer donc au deuxième volet de notre émission, qui est le partenariat pour les deux rives. Et quand on parle de partenariat pour les deux rives, à un moment donné, il y avait des difficultés à trouver un leadership, c'est-à-dire plus ou moins des pays qui seraient peut-être en tête, qui pourraient propulser ce partenariat. Aujourd'hui, l'Algérie et l'Italie, avec ce rapprochement qui s'est fait dernièrement, est-ce qu'elles ne pourraient pas, ou ces deux pays ne pourraient pas jouer ce rôle plus ou moins, relativement parlant? Moi, je pense que ou c'est déjà fait? Je pense que les initiatives doivent être différenciées et doivent être nombreuses parce que, bon, il ne s'agit pas uniquement, entre guillemets, de se marier avec quelqu'un pour toute la vie. Bon, il y aura aussi d'autres mariages qui pourront se faire avec d'autres pays parce qu'il y aura des pays qui sont aussi en mesure de nous apporter ce que nous n'avons pas. Il y a par exemple l'Allemagne dont les niveaux technologiques est important, la France dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche. Donc ça, il y a des choses sur lesquelles il y a probablement des convergences à faire. L'essentiel, oui, c'est que ce soit équilibré, que ce soit fait de manière en bonne entente et dans lequel les intérêts des uns et des autres sont sauvegardés. Oui, alors, Monsieur Fontanive, vous en pensez quoi? Ben moi, je pense que, et ça a bien été dit, c'est qu'il ne faut pas que les pays du Sud aient la double peine ou triple peine à cause, je dirais, d'un développement économique qu'il y a eu depuis plus de presque 2 siècles avec le carbone dans les pays occidentaux. Donc, il faut déjà réintégrer dans cette équation économique, réintégrer effectivement ce qui a été comme dégâts, oui, collatéraux, en particulier pour le réchauffement climatique, et donc impactant les pays de la rive sud de la Méditerranée. Donc, il y a déjà ce premier constat, c'est-à-dire qu'il faut déjà faire le bilan de ça, et ça a un coût, et que le monde occidental doit le payer. Et le deuxième, c'est de dire comment ne pas aggraver cet écart-là, et d'être capable, de manière intelligente, de recréer les conditions, non pas d'un partenariat je dirais, d'aide symbolique, mais d'un véritable partenariat où chacun peut trouver son équation à travers un ensemble, je dirais, plus intégré et à valeur ajoutée partagée. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à ne pas partager la richesse créée. Voilà. Ah ben justement, depuis sa création, donc, j'ai l'impression que beaucoup de choses ont été faites. Il n'y a pas eu un grand avancement. Maintenant, il y a eu la crise ukrainienne qui peut-être va freiner un peu, bloquer, ou voire même booster. Hein, on le verra par la suite. Et on l'a vu avec le rapprochement donc Algérie et italien. On a du mal quand même à avancer parce que sur ce genre de dossiers, les dossiers que vous venez de citer, surtout en plan de l'énergétique et de l'énergie renouvelable, faut-il rester sur des énergies fossiles? Faut-il aller vers une stratégie d'énergie renouvelable? À quel prix et pour qui? Alors, justement, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de leadership qui pourrait porter tous ces projets des deux côtés de la Méditerranée, je parle, bien sûr? Enfin, je ne sais pas si vraiment on a besoin d'un leadership, s'il y a une intelligence collective dans ce domaine-là. Et pour l'intelligence collective, il faut la trouver aussi. Voilà. Et donc, je pense que, de mon point de vue, moi, je vois que l'ensemble de l'Europe avec la Méditerranée peut vraiment constituer un bloc important. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que les blocs sont en train d'apparaître. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, voilà, oui, donc le sud-est asiatique. Donc ça, c'est les grands blocs, etc. Et donc, même l'Europe, c'est-à-dire que devient un tout petit pays. C'est-à-dire que si on pense. Donc, il faut qu'il élargisse un peu sa sphère dans laquelle les interventions donc, pourraient se faire. Parce qu'il faut maintenant constituer des blocs solides, importants, aussi bien au niveau des consommateurs qu'au niveau donc, de la production. Et donc ça, c'est une chance c'est-à-dire qu'il y a des crises, mais qui peuvent aussi devenir des opportunités. Et je pense que ça, c'est une opportunité pour que aussi cet ensemble euro-méditerranéen dont on parle depuis très longtemps et dans lequel tout le monde dit oui, on veut bien y vivre, mais en réalité, il n'y a pas sa construction qui doit se faire. Peut-être que c'est le moment de pouvoir le commencer. Alors, Monsieur Fontanive, la Turquie, dans tout ça, commence à jouer un sérieux rôle. Je dirais, c'est aussi un partenaire, mais c'est également un concurrent. Faut-il se méfier? Faut-il au contraire aller de l'avant? D'autant plus que, à plusieurs reprises, la Turquie a essayé justement de jouer un certain rôle de leadership pour, je dirais, entre guillemets, ses intérêts. Surtout avec l'Europe. Mais de toute façon, globalement maintenant, que ce soit avec l'Europe, que ce soit n'importe quel bloc, et ça a bien été dit, c'est que finalement, on est soit en compétition et on est partenaire. Donc on est bien obligé de trouver les équilibres entre un monde qui est
pratiquement globalisé, même si on a tendance à dire on va revenir sur des productions locales. Enfin, ça va être assez limité quand même. Il y a le deuxième point, c'est la démographie, parce que la démographie n'est pas la même, je dirais, sur la rive nord de la Méditerranée que sur la rive sud, et pour le bloc sud, et la Turquie, puisqu'après il y a un arc quand même très très important de croissance humaine, je dirais, sur lequel il faudra apporter de manière conséquente et importante. Et il ne faut pas renouveler les crises sociales, et il ne faut pas, je dirais, lié à tous ces changements, d'avoir des crises migratoires. Je veux dire, il faut créer les emplois, il faut créer les conditions de vie. Le vivre ensemble, c'est d'être capable de créer ensemble les conditions de vie. Respectons effectivement les individus et respectons les trajectoires de chacun avec une réflexion globale et partagée. Très bien. Et peut-être même commencer à penser aussi à la libre circulation des personnes, comme on a pensé à la libre circulation de toutes les marchandises et les bienfaits. Ce qui me permet un petit peu de revenir vers ce troisième volet. Vers quel modèle, Monsieur Yaissi, énergétique pour les pays du Sud? Et vous savez très bien que, parce que c'est un petit peu la rive sud qui en pâtit le plus dans cette histoire de disparité. Moi, je pense qu'il faut d'abord regarder... Même si il y a beaucoup de pays qui sont exportateurs, effectivement, d'énergie fossile, comme l'Algérie. Mais il y a aussi beaucoup de ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez le solaire, l'éolien, tout ça. Donc, il y a déjà des ressources disponibles. Et donc, en plus, ces ressources, elles sont, je dirais, sur tous les pays du Sud. Donc, il n'y a plus de monopole comme cela pouvait exister, par exemple, dans le domaine du pétrole et du gaz. Donc, vous allez trouver à l'ouest du soleil et du vent, et à l'est du soleil et du vent, au milieu du soleil et du vent. Alors le soleil, ça existe un peu partout. Voilà, donc ça veut dire que de ce côté-là, il y a une sorte de répartition équitable, si on peut appeler comme ça, de ressources énergétiques renouvelables. Et donc ça, c'est vraiment un atout. Maintenant, il faut transformer cet atout en des produits, en des services, en de quelque chose qui a de la valeur et pour lequel il y a des clients qui sont capables de le payer. C'est-à-dire que l'Union européenne a pris la décision donc d'aller vers la décarbonation de son économie en 2050. Ça veut dire que nous, au Sud, on doit travailler dans cette direction. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de pouvoir encore continuer à produire des produits qu'on va exporter en Europe et pour lesquels, quand ils vont arriver à la frontière, il va y avoir une taxe qui va les rendre tellement prohibitifs que personne ne va pouvoir les acheter. Voudra. Oui. Et donc, ça veut dire que là, il y a donc tout un travail à faire pour adapter aussi nos modes de production, nos modes aussi de consommation à cette nouvelle réalité. Oui. Monsieur Yaissi, vous faites bien de le dire, parce que concernant le mix énergétique, c'est tout à fait bien d'aller vers une énergie renouvelable propre, de s'éloigner davantage des énergies fossiles pour éviter tout ce qui est donc pollution du climat, et on arrive à des bouleversements climatiques comme on le voit en ce moment. Mais, Monsieur Fontanive, est-ce que cela ne demande pas quand même, c'est assez coûteux, je veux dire, surtout pour les pays de la rive sud, peut-être que pour les pays de la rive nord, cela ne pose même pas de problème, mais vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Yaissi, cette taxe carbone, nous n'y sommes pour rien, nous, les pays de la rive sud, et pourtant nous devons en payer le prix. Donc, il y a une question de financement, mais il y a également une histoire de capitaux propres, Monsieur Fontanive. Il y a une histoire de répartition, de la création de richesses, et comme je disais tout à l'heure, il faut savoir qui a pollué, le pollueur-payeur. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ce sont les conséquences qui vont arriver. Donc, et si on veut travailler ensemble autour du bassin méditerranéen, il faut aussi lever un tabou. Et moi, j'en parle. Si l'Europe a réussi à se construire pendant des années, c'est qu'il y avait la libre circulation des biens et des personnes. On peut dire qu'on veut développer la rive sud grâce au nord, mais finalement, si on n'a pas la libre circulation des biens et des personnes, c'est-à-dire sur la problématique des visas, oui, on ne pourra pas effectivement être à équilibre dans le cadre effectivement des nouveaux grands enjeux qu'on doit mettre en place. Donc moi je plaide effectivement de manière très très forte dans mes trajectoires géopolitiques d'avoir, je dirais de manière imprimée, un visa, chacun son visa. Chacun ses visas, ça ne veut pas dire de ne pas respecter les règles quand on arrive sur le territoire. Dans un cadre bien légal, etc. Quand je viens en Algérie, moi j'ai des visas et que je respecte le visa. Et quand je dois repartir, je repars. Ou je redemande un visa. Donc voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est responsable. Soit on veut un navire qui est commun. Et on fait en sorte, effectivement, de pouvoir arriver à un navire commun. Oui. Et si je prends, en fait, l'Algérie, ils ont un autre atout. Enfin, je pense que l'Algérie a un autre atout, c'est sur l'hydrogène. Parce que tout le monde est parti sur l'hydrogène, avec des investissements colossaux dans le monde entier. Et l'Algérie a cet atout, qui pourrait être effectivement à la fois de produire de l'énergie hydrogène vert,
avec effectivement le solaire, voilà. que les autres pays ne pourront pas faire de manière facile. Et ça, donc je pense effectivement que là, il y a une trajectoire. Enfin, je vais avoir l'avis de notre expert à côté. Oui, mais je pense qu'il a envie de répondre. C'est un enjeu qui me paraît être effectivement, et là, prendre le leadership. Oui, alors il nous reste moins d'une minute. Je veux terminer avec vous, Monsieur Yaissi. Alors d'abord, comment fait-on pour justement financer cette transition dont on parlait tout à l'heure, énergétique à moyen ou même, je dirais, à court terme? Mais, comme je le disais tout à l'heure, justement, cela a un coût, justement, ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Au niveau du financement, je pense que d'abord les choix au niveau donc du pays ont été très clairs. Donc ce sera les énergies fossiles qui vont financer la transition énergétique, parce que c'est aujourd'hui c'est comme ça que ça peut se faire. Une énergie qui en finance une autre. Voilà. Donc ça va nous permettre un peu de faire la transition. Merci, et aussi, merci. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire. Merci. Alors désolé, je sais que je vous ai un petit peu freiné dans votre élan, Monsieur Yaissi, mais bon, c'est l'impératif du temps. Messieurs, merci d'avoir participé avec nous à cette émission. Je rappelle juste, Monsieur Jean-Claude Fontani, vous êtes expert des relations internationales, Europe, Méditerranée, Afrique, mais vous êtes également délégué général de la chaire environnement, changement climatique et transition énergétique. Monsieur Bouchelfa Yaissi, secrétaire général du cluster, directeur général pour la rectification, du cluster énergie solaire. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci de nous avoir prêté attention.